Bonjour ou bonsoir tout le monde. Dans ce vidéo, on va traiter un sujet important pour le but de maîtriser les bases du système d'exploitation Linux, notamment Fedora. Alors notre plan de travail. Partie théorique. Nous procéderons par l'introduction avec une historique de Linux, définition de Linux avec les distributions, les avantages et les inconvénients, et une comparaison entre Linux et Windows. La définition de Fedora, logo, version, ensuite les objectifs et les avantages et les inconvénients de Fedora et dernièrement une différence entre Fedora et un autre système d'exploitation, notamment open source. Partie pratique. Installation VirtualBox et installation de Fedora. Historique. Le système d'exploitation GNU est fondé en 1983 par Richard Stallman dans le but de fournir un équivalent libre à Unix. En 1991, Linus Torvalds créait le noyau Linux. À ce moment, GNU est quasiment parfaite à l'exception de son noyau le Herd. L'association de Linux avec GNU permet ainsi de créer un système d'exploitation libre. Le nom GNU Linux fut utilisé pour la première fois par Debian en 1994 pour le nom de leur distribution de système d'exploitation basé sur le noyau Linux et des logiciels GNU. Dans le bulletin GNU de juin 1994, Linux y est référé comme un colon libre d'Unix. Dans l'édition de janvier 1995, les références à Linux furent changées en GNU Linux. Linux ou GNU Linux est une famille de systèmes d'exploitation open source du type Unix, fondée sur le noyau Linux, créé en 1991 par Linus Torvalds. De nombreuses distributions Linux ont depuis vu le jour et constitué un important vecteur de popularisation du mouvement de logiciels libres. C'est à l'origine, Linux a été développé pour les ordinateurs compatibles PC. Il n'a jamais équipé qu'une très faible part des ordinateurs personnels. Mais le noyau Linux, accompagné au nom des logiciels GNU, est également utilisé par d'autres types de systèmes informatiques, notamment les serveurs, téléphones portables, systèmes embarqués ou encore superordinateurs. Les distributions du Linux. La première distribution est Debian, avec plus de 27 ans dans l'écosystème Linux. Debian se distingue par sa robustesse, sa stabilité et son cycle de libération bien huilé. De plus, c'est la distribution avec le plus grand nombre de packages disponibles et l'un des meilleurs choix pour les serveurs. La deuxième distribution, Open Source. Open Source est l'une des alternatives gratuites au roi de l'entreprise. En plus de cela, Open Source est le système d'exploitation de choix pour les nouveaux utilisateurs et les geeks. La troisième, Fedora. Feutre est construit et maintenu par le projet Fedora et sponsorisé par Red Hat. La caractéristique la plus distinctive de Fedora est qu'il est toujours en tête de l'intégration de nouvelles versions et technologies de package dans la distribution. Ubuntu. Pour les particuliers et les entreprises qui ont besoin de soutien professionnel d'un créateur de distribution, Ubuntu se démarque. Bien qu'une aide professionnelle soit disponible, dans le cadre d'un contrat de support, Ubuntu dispose d'une large base d'utilisateurs et le support de la communauté est également exceptionnel. Linux Mint est une des distributions orientées vers le grand public basée sur Ubuntu. Elle est conçue pour être facile d'installation et d'usage. Elle est disponible aussi avec une base de... La dernière distribution ici, Manjaro. Manjaro est une distribution basée sur Arch Linux et fonctionne selon le modèle Rolling Release, c'est-à-dire qu'il se met à jour en permanence sans changement de version du système. Les avantages de Linux. Premièrement, open source. Linux est un système d'exploitation open source
Son code source est donc en libre accès et peut être exploité par des développeurs qui souhaitent l'adapter à leurs besoins. Deuxièmement, la stabilité. Linux, depuis longtemps reconnu pour sa stabilité dans le domaine industriel, c'est un plus indéniable. Lorsque vous équipez des chaînes de production avec du matériel informatique, celui-ci se doit d'être robuste, répondre aux contraintes de l'environnement qui l'entoure, mais aussi stable. Troisièmement, les performances. Les performances du système d'exploitation sont importantes pour que la majorité de la puissance soit allouée aux applications qu'il héberge. Linux est très bon dans ces catégories avec une très faible empreinte mémoire en fonctionnement. De plus, le fait de pouvoir installer uniquement les services nécessaires permet d'allouer de la puissance processeur là où elle est nécessaire. Quatrièmement, la sécurité. La sécurité du système d'exploitation est reconnue et inhérente à son architecture. La gestion des droits utilisateurs ainsi que la structure de ceux-ci rend la sécurité de ce système puissante. Il existe d'autres avantages. Plus de confidentialité et vie privée, une installation d'applications simplifiée, Linux est totalement gratuit. Ce système d'exploitation apporte de nombreux avantages, cependant il serait sans doute bien plus utilisé s'il n'avait pas aussi des inconvénients qui rebutent facilement les services informatiques. Les inconvénients de Linux. Premièrement, les drivers. Linux n'est pas le système d'exploitation le plus utilisé dans le monde. Partant dans ce constat, les constructeurs de matériel n'accordent en général aucun budget pour le développement des drivers pour Linux. Deuxièmement, les applications et les éditeurs. Il est complexe et consommateur de temps, de ressources et donc d'argent de développer des logiciels. Encore une fois, Linux n'est pas le système d'exploitation le plus utilisé dans le monde. C'est pourquoi les éditeurs privilégient de créer des outils disponibles sur Microsoft Windows plutôt que Linux, particulièrement pour les solutions qui nécessitent de discuter beaucoup avec le système ou les drivers de communication. Troisièmement, les systèmes d'information. Aujourd'hui, la majorité des systèmes d'information des entreprises et des industries est basée sur Microsoft Windows, puisque la majorité des postes utilisateurs est sur Microsoft Windows. Les services d'informatique privilégient le système pour l'ensemble de leurs ressources. Quatrièmement, problème de jeu. Linux n'est pas fait pour jouer. Différence clé entre Linux et Windows. Linux est un système d'exploitation libre et à code source offert, alors que Windows est un système d'exploitation commercial dont le code source est inaccessible. Windows n'est pas personnalisable. Par contre, Linux est personnalisable. Un utilisateur peut modifier le code et son apparence. Linux fournit une sécurité élevée par rapport à Windows, car Linux est open source. Windows doit démarrer à partir de partitions principales. En revanche, il n'existe aucune contrainte de ce type. Sur Linux, il peut démarrer à partir de partitions principales ou logiques. Sur Linux, les noms du fichier sont sensibles à la case, alors que le nom des fichiers sur Windows ne respecte pas la case. Finalement, Linux et Windows sont des systèmes d'exploitation, chacun a des avantages et des inconvénients. Windows est simple à utiliser, mais n'est pas un système d'exploitation libre et à code source ouvert, alors que Linux est un logiciel libre à code source ouvert, personnalisable et sécurisé, mais plutôt complexe pour les utilisateurs qui ne sont pas confortables avec les commandes Linux. Enfin, Linux est plus fiable que Windows. Fedora. Fedora Linux est un système d'exploitation libre, est une distribution Linux communautaire développée par le projet Fedora et sponsorisée par l'entreprise Red Hat, qui lui fournit des développeurs ainsi que des moyens financiers et logistiques. Fedora est prompte à inclure des nouveautés et peut être considérée comme une vitrine technologique pour le monde du logiciel libre, auquel il est contribué largement via des projets à tels que le noyau Linux, GNOME, Network Manager, PackageKit,
Blues Audio, Wayland, la Syliber suite de compilateurs GCC et bien d'autres. Tous les 6 mois, une nouvelle version sort. Logo. Le logo de Fedora est composé de plusieurs éléments organisés comme suit. Dans Fedora, le symbole d'infini fait référence à la liberté perpétuelle et immuable du système d'exploitation et des logiciels qui les composent. Le F est à la fois le F de Fedora ainsi que le F de Freedom, qui signifie la liberté en anglais. Enfin, le dernier élément est une boule symbolisant la voix de la communauté. Il y a déjà eu 2 versions de logo de Fedora, comme vous pouvez le voir ci-dessus. Ce n'est donc pas un changement inédit, même si le précédent date un peu, à savoir vers l'année 2005. Le premier logo et le second est l'actuel logo. Le nom de la distribution vient du projet Fedora Linux, un projet mené par des bénévoles ayant pour objectif d'intégrer des logiciels tiers à la distribution Red Hat Linux et du chapeau représenté sur l'emblème de Red Hat. Un porcelain Red Hat a eu quelques problèmes au sujet du nom Fedora avec les créateurs du logiciel de gestion du dépôt Fedora, car Fedora a essayé de le déposer comme nom de marque. Est-ce que Fedora est bon? Si vous voulez vous familiariser avec Red Hat ou si vous voulez juste quelque chose de différent pour changer, Fedora est un bon point de départ si vous avez une certaine expérience avec Linux ou si vous souhaitez utiliser uniquement des logiciels open source. Fedora est également un excellent choix. Version de Fedora. Le rythme de sortie des nouvelles versions suit celui du GNOME, c'est-à-dire tous les 6 mois. Une fois sorties, les versions sont maintenant 13 mois. Version stable actuelle, 37, le 2 novembre 2021. Version en développement, 36, version préliminaire. Les objectifs de Fedora. Le projet Fedora souhaite développer et encourager le développement rapide des logiciels et continu libre et gratuit en étant une version technologique pour eux. Le projet Fedora croit en la maxime suivante: libre un jour, libre toujours. Créer une distribution exclusivement constituée de logiciels libres et gratuits. Travailler sur le développement de logiciels le plus directement à la source des projets. Fedora privilégie la réalisation de nouvelles versions de logiciels plutôt que l'adaptation d'anciennes versions par intégration de correctifs. Fournit une plateforme de développement pour créer des logiciels et des ensembles de logiciels robustes et intégrés aussi bien pour l'utilisateur que pour les serveurs. Fedora fournit ainsi des outils pour permettre à chacun de créer sa propre distribution dérivée de Fedora. Le processus de prise de décision pour choisir la bonne distribution Linux est très crucial. C'est parce qu'il n'y a pas qu'une seule distribution Linux unique. En fait, il y a peut-être quelques centaines de distributions Linux disponibles. Certains sont des distributions généralisées qui peuvent être utilisées comme bureau, serveur ou poste de travail, tandis que d'autres sont spécialement conçues pour les entreprises ou les passionnés d'informatique. Cela rend le choix de celui qui convient à vos besoins d'autant plus important. L'expérience Linux peut être radicalement différente d'une distribution à l'autre. Cela étant dit, Fedora et OpenSUSE sont les 2 principales et populaires distributions Linux disponibles. Alors que Fedora est en amont pour Red Hat Enterprise Linux et le grand-papa de la famille RPM, OpenSUSE est un programme populaire soutenu par la communauté et sponsorisé par SUSE Linux et d'autres sociétés. Nous opposons les 2 distributions l'une contre l'autre pour voir lesquelles est le meilleur en fonction de leur performance et de leur stabilité. La stabilité. Bien qu'il s'agisse d'une distribution Linux de pointe, Fedora est étonnamment stable, grâce à Red Hat, le 10e plus grand contributeur Linux au monde. Red Hat est toujours l'acteur dominant en ce qui concerne les produits Linux commerciaux. OpenSUSE, d'autre part, est également une distribution stable avec une version stable appelée TeamBluid.
qui est une version à la pointe de technologie avec des mises à jour fréquentes des packages les plus récentes. La sécurité. Fedora prend en charge IPsec pour connecter des hôtes et des réseaux distants les uns aux autres à l'aide d'un tunnel sécurisé sur un réseau de transporteurs communs tel qu'un Internet. Il utilise l'Internet Key Exchange pour partager les clés entre les hôtes sur Internet afin d'assurer une authentification mutuelle et des associations sécurisées entre les systèmes de connexion. OpenSUSE, d'autre part, est également sécurisé car il active AppArmor par défaut et un pare-feu. Comme Ubuntu, cependant, il n'est pas aussi sécurisé que Fedora. OpenSUSE IaaS qui est le centre de commande pour toute la distribution qui peut être utilisée pour configurer d'autres options pour sécuriser le système d'exploitation. Avant d'installer VirtualBox, je vais vous donner une petite définition sur Virtual et VirtualBox. Alors, la définition de Virtual. Une machine virtuelle est un environnement virtuel qui fonctionne comme un système informatique virtuel, avec son propre processeur, sa mémoire, son interface réseau et son espace de stockage. La définition de VirtualBox. VirtualBox est un logiciel open source proposé par Oracle permettant la virtualisation de systèmes d'exploitation. Cette opération consiste à créer une machine virtuelle utilisant les ressources physiques de votre ordinateur. Vous la lancerez via un gestionnaire de machines virtuelles depuis le système d'exploitation que vous utilisez, appelé aussi système hôte, et sur lequel vous pourrez installer un système d'exploitation. Le but de créer une machine virtuelle. Cela peut être utile si par exemple l'utilisateur souhaite utiliser un programme qui fonctionne sur un autre système d'exploitation que le sien, ou si l'utilisateur souhaite simplement tester un logiciel sans y compris son système. Autre cas de figure, si un développeur a besoin d'effectuer des tests dans différents systèmes d'exploitation, il pourra les faire depuis une seule et même machine. On passe maintenant à son installation sur Windows. La première chose qu'on doit faire, c'est d'aller au site officiel de VirtualBox pour installer la dernière version. Vous ouvrez votre explorateur Internet, dans mon cas, c'est Coro dans votre moteur de recherche. Vous tapez VirtualBox dans le lot. Comme vous voyez ici, puis vous cliquez sur le premier lien ou bien sur Download. Ici, vous choisissez la version ou le package Windows Host. Et vous attendez que le téléchargement est terminé. Et ici, une fois que votre téléchargement est terminé, vous insérez un double-clic sur ce téléchargement pour commencer les étapes d'installation. Et voilà, VirtualBox est en cours d'installation. Bienvenue sur l'Oracle VirtualBox. Vous commencez alors les étapes. Cliquez d'abord sur Suivant. Il vient de terminer l'installation. Vous laissez cette case est rouge pour énoncer VirtualBox lorsqu'on clique sur Terminer. D'abord, on va commencer l'installation de Fedora. Vous tapez Installer Fedora dans le lot. Comme vous voyez ici, puis vous cliquez sur le premier lien. Téléchargement Fedora. Et vous cliquez sur Téléchargement pour commencer l'installation.
Une fois que VirtualBox est déjà installé, nous précédons son exécution pour créer une nouvelle machine virtuelle. On commence la création de la nouvelle machine. La fenêtre s'affiche, nous permet d'entrer le nom de ma machine et VirtualBox identifie automatiquement le type et la version de système utilisée. On clique sur Suivante. On choisit la quantité de mémoire. La quantité recommandée est de 1024, mais on peut modifier cette valeur. Créer un disque dur virtuel maintenant. Un fichier de disque dur alloué dynamiquement est une option qui permet de remplir le disque dur au fur et à mesure en ajoutant les informations. La taille fixe, la taille unique pour le disque dur. Puis définissons la quantité de la RAM en implémentant la machine virtuelle. On va sélectionner Fedora qu'on a déjà installé. Redémarrer notre machine. L'installation et la configuration du serveur DHCP. Premièrement, vérifiez la carte réseau. La commande ifconfig permet de savoir l'adresse réseau de notre serveur. Deuxièmement, vérifiez la présence du package DHCP. Le package DHCP est déjà installé. Je vais montrer comment j'ai installé le package DHCP.
avec la commande yum-y install DSCP étoile. La deuxième étape est la configuration du serveur DHCP. Premièrement, remplir le fichier de configuration de DHCP. D'abord, on va chercher notre fichier. Donc, on va chercher notre fichier. Afficher notre fichier. Afficher et concaténer vers le fichier. C'est ça notre fichier. Je veux ouvrir ce fichier dans l'éditeur de texte VI. Ça est le fichier de configuration. Notre fichier est vide. Ces liens sont des commentaires. c/user/char/doc/dscp-server/dscp.conf.exemple est un fichier qui contient un exemple pour créer notre fichier. Donc je veux accéder à ce fichier.
WU, enregistrer et sortir. Ça est le contenu du fichier exemple. On va supprimer VAI, écrire cat pour laisser le contenu de ce fichier. Voilà le contenu de ce fichier. Je vais copier ce fichier depuis Options. Jusqu'à ici. Je fais copier VA slash etc slash DACP slash DACPD point Voilà, on a rempli le fichier de configuration. Je vais entrer le nom de domaine. Par exemple, esta.ma. Option domaine. Et je rentre l'adresse de mon serveur. Ici, je vais mettre l'adresse du serveur DNS. Et le masque de l'adresse du DNS. Je vais mettre ici la première adresse et la dernière adresse. La première adresse, la dernière adresse. Si on a un routeur dans un réseau et les clients dans un autre réseau, on a besoin de cette option routeur. On met l'adresse au F4 de N de routeur. Dans ce cas, j'ai pas un routeur.
Donc, je veux éliminer cette partie. Donc, on a terminé la configuration. Pour sortir, je fais échappe, WQ, enregistrer et sortir. Donc, on va redémarrer le service DHCP. Le démarrage n'a pas effectué. Donc, je vais retourner au fichier de configuration. Je vais redémarrer le service. Donc, j'ai terminé la configuration et l'installation du serveur DHCP. Quelques commandes dans le système d'exploitation GNU Linux. On va accéder au terminal. La commande mkdir qui permet de créer un répertoire. La commande touch qui permet de créer des fichiers dans le répertoire array. La commande ls-l qui permet de afficher le fichier array1. La commande chmod qui permet de modifier les droits d'accès au fichier. On va donner le droit de l'écriture à l'utilisateur pour le fichier array1. On va supprimer le droit de l'écriture au utilisateur pour array1. On va donner à l'utilisateur tous les droits au fichier 1. Donc le fichier devient exécutable. La commande ls permet d'afficher tous les fichiers qui se trouvent dans /home. La commande who permet de savoir le nom d'utilisateur.
Dans GNU Linux, il existe plusieurs éditeurs de texte comme VI, Vim, Nano, etc. Pour accéder à VI, on tape sur Terminal VI. Il y a une touche importante dans VI et ECC. Dans ce cas, on a en mode normal. Pour passer au mode insertion, on tape ECC plus I. Pour passer au mode commande, on tape ECC plus 2 points. ECC plus D permet d'effacer la ligne courante. ECCX permet de sauvegarder et quitter. ECCE inserte la ligne suivante. ECCT inserte la ligne avant. ECCWQ enregistrer et quitter.